Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Ouais Max. On se retrouve pour l'épisode 8 de Dan Dadan, ça fait plaisir. Petite review, vous savez, des infos, des avis. C'est ici que ça se passe, n'hésitez pas à donner les vôtres d'ailleurs dans les commentaires. Et puis prenez place. Voilà, prenez place avec, bien entendu, dans un premier temps, l'abonnement. N'hésitez pas les amis, on vous remercie d'ailleurs. Vous avez été très nombreux à suivre la dernière review de Dan Dadan épisode 7 qui était effectivement un épisode marquant. Donc on vous remercie d'avoir été nombreux à la regarder. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous êtes nouveau dans le train de Dan Dadan sur cette chaîne. Et autre chose, si vous avez envie de nous rencontrer, on sera normalement à la TGS de Toulouse les 30 novembre et 1er décembre, donc dans une semaine. Ça va aller très très vite, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ce sera l'occasion de le faire. Et puis du coup on est parti pour la review avec une ambiance drastiquement différente de celui de l'épisode dernier quand même. Ouais, j'ai trouvé qu'on retombait sur nos pas. C'est-à-dire qu'on était dans un épisode évidemment éminemment émouvant et éminemment beau la semaine dernière, mais qui fait office et doit de toute manière faire office d'exception. Tu peux pas n'avoir que des épisodes comme ça parce que sinon après tu t'y habitues et le magnifique, le superbe, le sublime, tu le remarques plus. Donc là on est sur des épisodes on va dire plus classiques de Dan Dadan, mais plus classiques de Dan Dadan ça veut pas dire des mauvais épisodes et ça veut pas dire des épisodes lambda non plus, vu que Dan Dadan a une qualité d'écriture et d'animation, réalisation vraiment quand même exceptionnelle. Franchement les 8 premiers épisodes, à chaque fois c'est du high level. On va vous donner un petit synopsis, mais juste avant, sachez que ça correspond à 3 chapitres du manga. Atsushi nous a annoncé que c'était les chapitres 18 au 20 du coup, et le titre correspond au chapitre 19 si vous avez lu le manga. Voilà, alors petit synopsis pour cet épisode, on retrouve nos héros autour d'un repas de famille, voilà, donc Ayla, Momo, Okarun, la grand-mère de Momo et puis la Vioque dans le chat bien entendu. Et la Vioque dans le chat, j'aime bien ça commence bien. Ça commence bien. Donc il y a de l'animosité entre Momo et Ayla du coup en début d'épisode, même si tu vois tout tourne autour du fait de ouais t'es un démon machin. Au début on se dit ah, tiens elle sait pas se positionner, est-ce qu'elle veut être amie avec, est-ce qu'en fait elle veut pas parce que démon pas démon, mais finalement on voit que elle a un faible pour Okarun, on l'apprend très rapidement dans cet épisode, malgré qu'il se transforme en démon, il l'a sauvé et donc amoureuse de son sauveur. Très rapidement, on entre dans la phase où il faut réintégrer la bouliche de notre cher Okarun à coups de batte de baseball. Vous nous direz dans les commentaires si vous avez kiffé la réinsertion de la bouliche de Okarun. Ensuite, direction l'école. Et là, Okarun semble prendre une certaine distance, ce qui ne ravit pas notre cher Momo, qui en plus tombe nez à nez avec une situation un peu cocasse entre Ayla et Okarun, voilà, donnant naissance d'un côté à une petite amourette que l'on pourrait croire comme telle, mais qui n'en est pas une. C'est très compliqué, mais c'est très simple, c'est Dan Dadan. Et puis on se retrouve ensuite en fin d'épisode dans un monde occulte, avec le monstre du Loch Ness qui balance des lasers à la Godzilla. Que va-t-il se passer? Roulement de tambour, messieurs, dames, surprise de fin avec des ravisseurs qui débarquent, on revient dans les détails sous peu, et grosse surprise sur le pouvoir d'Ayla, qui a le pouvoir d'Axala. Voilà, on a essayé de vous faire un petit résumé drôle, parce que vous avez vu. On espère que vous avez kiffé. Voilà, mettez une note dans les commentaires pour ce magnifique résumé. Axala et non pas Axolot, même si évidemment tu dis... Qu'est-ce que ça dit? T'as dit un truc genre elle s'est transformée de manière inattendue alors que c'était pas du tout inattendu vu qu'on en avait parlé en off en fait. Mais on en a pas parlé en vidéo. Et ça c'est le gros... ça pour pour des youtubeurs c'est un peu le... C'est pas le paradoxe, c'est la merde, c'est ça, c'est la merde. C'est-à-dire que t'as des bonnes idées, mais si c'est pas en vidéo, mais tu les dis pas. Bah ça sert à rien, les gens ne sauront pas, tu vois. Donc, parce que c'est vrai qu'on a raccroché, on était content de la review, on fait. En fait, on n'a pas dit que potentiellement. Bah ouais, elle a transféré l'âme d'Axala, donc tu vois son pouvoir occulte. Donc c'était un peu logique qu'à un moment donné elle le gagne ce pouvoir occulte, parce qu'on se disait bien, et c'était logique, et c'est ce qu'on a vu en début d'épisode, qu'il allait réintégrer sa boule quand même, et il va pas la donner à quelqu'un, Okarun. Donc elle allait pas conserver ce pouvoir occulte, du coup, Ayla. Donc le pouvoir occulte, il fallait qu'elle le conserve, vu que c'est un nouveau personnage qui intègre un peu la bande, et qu'on a eu quand même un flashback de ouf, c'est pas pour lui dire au revoir au bout d'un épisode, tu vois. Donc bah oui, vu qu'il y a le pouvoir occulte d'Axala qui va en elle pour la ressusciter, bon c'était pas très dur à deviner, mais voilà. Du coup c'est pas inattendu la fin, quoi.
Le moment où elle se Non. transforme et que tu vois, dès que tu vois une vague rose, un tourbillon rose, tu te dis bon, Et ça y est. Ayla elle s'est transformée, ça y est. Par contre, un petit truc que j'ai kiffé, c'est vraiment la fin de l'épisode, donc vu qu'on l'évoque là, j'en parle là. Sinon, je risquerais d'oublier, mais t'as tout le temps ce truc, tu sais, quand Okalun il switch et qu'il se transforme, les appellations changent. Par exemple, il l'appelle Momo Ayase, il l'appelle par son nom de famille, donc Ayase San. San, c'est un suffixe très courant en japonais. Ça peut être monsieur, madame, mais c'est assez neutre en fait. Ayase San. Et quand il se transforme, c'est Momo-chan. Donc il l'appelle par son prénom avec un suffixe qu'on utilise généralement affectivement. Donc Momo-chan, voilà, quand il appelle Momo-chan, Momo elle se dit s'il lui arrive à m'appeler comme ça. Et à la fin on a la même chose finalement avec Ayla. Parce que Ayla elle l'appelle, bon, vous avez remarqué durant cet épisode, tout le temps Takakura-kun, un truc comme ça. Donc kun encore un autre suffixe mais utilisé pour les garçons généralement. Takakura-kun, un truc comme ça. Et puis là quand elle se transforme, elle l'appelle Takakura-sama. Donc Sama, je pense que c'est le suffixe que vous connaissez le plus. C'est vraiment honorifique, hein. C'est vraiment, elle l'honore, hein. C'est une figure pour elle, Okalun, parce qu'elle l'aime. Donc c'est marrant de noter ce petit jeu, ce changement de personnalité également du coup chez les transformations de nos personnages. Ouais, bah d'ailleurs, qui t'a parlé de Okalun qui semble vénéré par Ayla, donc transformé. J'ai trouvé vraiment que dans cet épisode, Okalun il est au centre de tous les désirs. Alors que ce soit Ayla qui tombe amoureuse de lui, bon, c'est une chose qui donne naissance du coup à tout ce quiproquo sur le fait que elle veuille avancer avec lui, mais lui il veut pas. Ensuite, on voit quand même que Momo Ayase, elle est pas si neutre que ça vis-à-vis d'Okalun. On l'a déjà dit, elle sait pas trop se positionner, ou du moins peut-être qu'elle assume pas encore ce qu'elle ressent. Enfin, elle commence un peu à l'accepter, mais elle est pas à 100% sur l'acceptation. On a compris qu'elle est un peu à fond sur Okalun. On a les serpos, les serpentards, là, les extraterrestres qui veulent sa tub. Je lui dis, ils veulent tous un truc de Okalun. Ils sont tous à fond derrière lui. Finalement, bon, j'en dirai pas plus, mais on y a tous pensé, je pense. Voilà. Voilà. Vraiment, l'écriture, elle est gaguesque au possible. Il y a évidemment plein de références. Mais j'y reviendrai à la fin de cette vidéo pour la partie référence. Mais il y a également beaucoup de trucs marrants parce que je trouve que les situations sont bien écrites. Le truc du quiproquo, on va dire avec la chute d'Okalun sur Ayla, etc., c'est tellement convenu, c'est tellement vu 15 millions de fois dans les shonen manga et tout ça, mais pourtant la manière dont c'est écrit et notamment la manière dont l'auteur écrit Momo, franchement c'est du grand art. Ça marche. C'est irréprochable. C'est-à-dire que la situation est tellement gaguesque et puis tu pars tellement dans du déjà vu, tu parodies même du coup le genre un peu quelque part, mais après il écrit tellement bien les sentiments, la confusion dans le cœur d'Ayase, Momo. Mais c'est génial, et même ses réactions, c'est des réactions que j'ai rarement vues dans un shonen manga, tu vois. Parce que le shonen manga, c'est le manga pour garçons, d'accord, ok. Ça veut pas dire que c'est que pour les garçons, mais ça veut dire que c'est écrit à la base pour un public de garçons, après c'est lu par plein de gens de tout âge et de tout genre. Mais on s'attarde assez rarement finalement sur le cœur des filles. Et sur des réactions complexes, confuses et où elle sait pas où donner de la tête. Et j'ai trouvé que ces réactions étaient très justes. Le jeu également m'a beaucoup étonné de Shion Wakayama, je crois qu'elle s'appelle la seiyuu. J'ai beaucoup aimé. Là, c'est original pour le coup. De l'originalité à partir d'un truc très convenu. C'était... Ouais, et je trouve que tu disais, il a un talent d'écriture et une justesse dans son écriture. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que je trouve que ça emprunte beaucoup en fait au réel. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé qu'il y avait une fracture entre ce que dans la vie on peut vivre et ce que j'y ai vu. Et souvent, depuis le début, je trouve que c'est très, c'est très immersif.
Parce qu'on peut vraiment avoir un sentiment d'appartenance avec, comme tu dis, soit le sentiment complexe d'une jeune fille, soit le comportement que pourrait avoir Okarun, ou ce qu'on a vu ou vécu. Et là, tu vois cette situation où tu te dis, mais comme par hasard, au moment où je tombe sur elle, il faut que elle soit là, Momo. Mais ça, c'est du vécu, ça. Je veux dire, même dans mon... Tu sais, quand à l'époque, je taffais, combien de fois il y a une situation qui t'est, entre guillemets, pas reprochable, mais tu vois, genre, t'es pas à ton avantage parce que t'as un client qui vient dans ton... Voilà, défavorable. Il y a un client qui vient dans ton bureau. En même temps, il y a du monde à l'accueil. Tu peux pas être partout, tu vois. Il y a un truc. C'est tout le temps à ce moment-là que tu vas avoir ton supérieur qui passe. Tu vois? Et tu te dis, putain, ça te fait péter un plomb, en fait, toi, quand t'es dans le... Tu dis, tu peux passer tout le temps, n'importe quand, il y a rien. Et au seul il en a gros sur la patate, il avait des trucs à dire. Et... Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça m'a rappelé des sentiments réels, des choses qui existent, où des fois tu dis, comme par hasard, qu'on peut être amené à dire dans la vie de tous les jours, tout à chacun. Bah là, j'ai trouvé ça très justement écrit, tu vois. Convenu, comme tu dis, mais tu te dis, comme par hasard, faut que ce truc-là vienne foutre le boxon. Mais du coup, dans ce shonen qui est Dan, ça renforce comment dire, l'envie de voir comment le relationnel de ce trio va évoluer. Tu vois, parce que finalement, les deux filles convoitent le même gars, lui, il est un peu gaffeur sur les bords, elles vont devoir, au pluriel, hein, je parle, s'entendre pour combattre l'adversité. Tu vois, il y a quelque chose de complexe qui va se mettre en place, et t'as trop envie de suivre ça, quoi. Donc, ouais, c'est un peu le feu aux poudres, ce genre de situation. Dan, talent d'écriture. Ouais, parce que c'est n'importe quoi. Je dis ça avec beaucoup d'affection. C'est totalement n'importe quoi. Je veux dire, t'as des extraterrestres qui arrivent avec une grosse tête, t'as un gars qui arrive avec une tête de crevette, et puis t'as le monstre du Loch Ness qui tire des ultra lasers. Donc à partir de là, tu peux pas me soutenir que c'est tout à fait logique. Et pourtant, le fait qu'il y ait ce talent d'écriture sur les protagonistes, le fait qu'on puisse s'y attacher facilement au bout d'un épisode, tous, même Ayla, tu vois. Donc le fait que tu puisses t'y attacher au bout d'un épisode et retrouver ces sentiments humains que tu as toi-même ressenti à un moment donné dans la vie, enfin pour peu que tu aies des sentiments, bah en fait tu rentres forcément dedans. Donc c'est ça aussi qui te fait tenir, même si tu pourrais décrocher, par exemple, si t'aimes pas les trucs, je dis n'importe quoi, d'occulte, ou les trucs trop chelous, ou les trucs où il y a trop de gags, et puis même le début d'épisode, revenons dessus, ce début d'épisode. C'est une parodie totale de match de baseball, mais aussi une mise en scène de deux adversaires qui sont en train de se disputer autour d'un repas. Et j'ai trouvé la mise en scène justement extrêmement bien faite. Atsushi nous dit d'ailleurs que cette mise en scène est propre à l'animé, hein. C'est pas du tout dans le manga, le truc avec les baguettes, etc. Voilà, c'est plutôt différent que ce qu'on a dans le manga. Et c'est plutôt ingénieux, plutôt bien fait. Et cette mise en scène va ensuite partir sur un délire de parodie de trucs de sport et ensuite de parodie de manga de romance. Mais à quel moment tu t'attends ça, tu vois? Et d'ailleurs, vu que je parle de ce passage-là, ça n'a rien à voir, mais j'y pense, Ayla, j'ai trouvé qu'elle percutait très rapidement qu'elle était l'offre de Okarun. Bon, évidemment, c'est pour servir le scénario, mais c'est peut-être le seul truc qui je sais pas si c'est réaliste. Faudrait que vous me disiez dans les commentaires. Tenez, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont... Si vous avez déjà été confronté à ça, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est réaliste qu'une fille qui n'a aucune expérience en amour, mais zéro, elle y connaît rien du tout, et ses expériences, on l'a vu, c'est en lisant des trucs un peu chelous de son père, donc c'est peut-être pas les meilleures expériences. Elle a zéro expérience, mais elle capte immédiatement que l'instant où elle fixe Okarun et qui lui donne cette réponse qui la fait lui donne une émotion comme ça, une réaction, elle capte immédiatement qu'elle tombe amoureuse de lui. Puisque dès qu'elle est sur le départ, elle dit non, je dois réfréner mes sentiments, tu vois. Alors que 20 minutes avant, elle n'aura jamais parlé de sentiments. Donc j'ai trouvé que c'était rapide, mais après on comprend que c'est pour servir le scénario, vu qu'après tout le reste de l'épisode, elle va du coup lui courir après. Mais dites-moi si vous trouvez ça réaliste, si ça peut arriver ou pas. Je sais pas pour le coup.
Ouais, je comprends ton interrogation finalement, parce que c'est assez juste quand tu as une certaine expérience et que tu sais dans la vie ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, que tu as été confronté à différentes relations émotionnelles, j'entends. Euh, Finalement, oui, tu peux plus facilement savoir ce qu'est le véritable amour, du coup, ou du moins engageant comme celui-là. Après, d'un autre côté, c'est peut-être son premier vrai amour aussi. N'y dit-on pas qu'il est particulier, je sais pas. Va savoir. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des experts, il y a Docteur Mamour dans les commentaires. Ouais, moi je sais plus, moi ça remonte à trop loin, tout ça. On va arrêter de dire des conneries. Le retour des Serpos, je les attendais pas. Très honnêtement, je m'attendais à voir d'autres extraterrestres, mais je m'attendais pas à revoir les Serpos et les revoir viser cette fois Okalun. Tant mieux, ça apporte du changement. C'est un autre axe, c'est-à-dire qu'on va pas être que focalisé sur les Serpos qui visent les filles. Là, cette fois, ils en ont après Okalun, ce qui permet une intrigue, comme tu l'as dit tout à l'heure, un épisode vraiment centré sur un désir de tout le monde pour Okalun. Ça pourrait être le titre de l'épisode. Donnez-nous Okalun, ça pourrait totalement être ça. Et puis, l'arrivée également d'autres monstres. Et je vais vous en reparler dans quelques instants dans les références. Mais au global, un épisode vraiment prenant. Peut-être que la fin est un peu plus convenue, avec la transformation d'Ayla et avec toutes les attaques qui se font sur nos protagonistes, qui sont enfermés du coup, qui sont seuls enfermés. Bah oui, c'est plus pratique. Mais ça reste un bon épisode, il m'a bien plu, j'ai déliré, j'étais mort de rire, et encore une fois, c'est passé beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'arrivé à la fin de l'épisode, je me suis dit, putain, c'est déjà fini, quoi. Ouais, ça va vite. Dan, ça va trop vite. C'est vraiment l'un des animés du moment que je regarde, et à chaque fois, je me dis, putain, c'est fini. Ouais, c'est que c'est bien, c'est que c'est prenant. Et j'ai trop hâte, tu vois, j'ai fini le 8, j'ai envie de voir le 9 déjà, et ça m'a fait ça à tous les épisodes. Il n'y en a pas eu un où je me suis dit, on verra la semaine prochaine. Tu vois. Tout, j'ai déjà envie d'être à la semaine d'après. Donc, pourvu que ça dure, en tout cas. Et bah, vas-y, balance-nous, du coup, les quelques références que tu as notées. Alors, on va commencer par les références d'Atsushi, et ensuite, je vous livre tout ce que j'ai noté. Atsushi nous précise que le seiyuu de l'alien de Dover, qu'on voit, le démon de Dover, qui fait de la boxe, c'est Kitomokazu, donc c'est le seiyuu de Rob Lucci dans One Piece, ou encore de Adlar dans la série récente de Dai no Daiboken, Dragon Quest évidemment. On a justement ce démon de Dover, en fait, qui est un alien connu dans le Massachusetts aux États-Unis, et la chanson qu'il chante, bah écoutez, je l'avais noté, c'est une chanson du groupe ABBA, et Chiqui Chiquita, comme il le dit, ça veut dire petite fille en espagnol, et il dit ça pile après qu'on ait vécu cet épisode qui a failli nous faire pleurer, rappelez-vous, et qui mettait justement en scène le tragique destin d'une mère pour sa petite fille, et comme par hasard, Ayla est là, ça tombe bien. Sinon, en début d'épisode, nos héros se croient en pleine partie de baseball, on vous en a parlé. Mémé Turbo fait donc le lanceur, Seiko Ayase fait le batteur, et Momo l'arbitre, tandis qu'Okalun, c'est forcément le receveur, vu qu'il va se manger la balle. On a vu des crevettes menthes dans cet épisode, un animal justement connu pour son énorme force de frappe, et sans surprise, l'extraterrestre que l'on voit juste après, le démon de Dover, c'est l'extraterrestre boxeur, qui a la même caractéristique de puissance. Et le mouvement d'esquive gauche-droite qu'on le voit faire se nomme le Dempsey Roll, ou roulade de Dempsey, en boxe anglaise, une technique popularisée justement par le champion du monde poids lourd Jack Dempsey dans les années 1920. Et tout comme d'autres héros de shonen avant lui, on voit Okalun dans cet épisode suivre un entraînement pour devenir plus fort. Dans son cas, il a pas mal de points communs avec Saitama de One Punch Man, qui s'entraînait à faire des squats et des pompes, ainsi qu'avec Izuku Midoriya, qui a besoin lui aussi de suivre un entraînement physique pour gagner en force et en résistance. Et j'imagine que si vous êtes des fans de shonen manga culte, d'autant plus, vous avez forcément pensé aussi à Goku et aux autres quand on le voit utiliser des poids lestés aux poignets et aux chevilles, qui nous rappellent évidemment les entraînements au sanctuaire de Dieu. Et les squats chelous qu'il exécute nous évoquent Zack de Final Fantasy VII, pour les connaisseurs. On voit Ayla dans cet épisode qui pense pouvoir embrasser Okalun,
et qui va jusqu'à le confronter dans ce qui ressemble davantage à un match de judo. Elle l'a même fait chuter avec un kosotogake, une prise de judo qui consiste à projeter l'adversaire contre le sol avec une jambe. Autant dire qu'elle a l'air meilleure en judo qu'en amour, la pauvre. Et le monstre qui apparaît dans les couloirs inondés de l'école a une tête de dinosaure. Il vous a peut-être fait penser à Godzilla. Et ça serait pas étonnant puisque l'attaque qu'il utilise ressemble au souffle atomique de Shin Godzilla, l'attaque avec laquelle il a failli exploser notre pauvre Ayase. Et par contre son corps, tu l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus le monstre du Loch Ness, donc Nessie. Donc c'est une fusion très certainement entre deux éléments, de monuments de la pop culture que l'on voit. Par contre, la scène de l'inondation avec les ondulations comme ça, lorsque Momo bouge son pied, puis ensuite le dinosaure, la tête de dinosaure qui vient renifler comme ça, l'eau, moi ça m'a fait beaucoup penser à Jurassic Park. J'ai immédiatement pensé à cette scène du T-Rex extrêmement culte où on voit justement les ondes qui se propagent dans le verre d'eau, et également justement cette scène qui fait flipper avec le T-Rex comme ça qui penche sa gueule. Voilà pour toutes les références qu'on a notées dans cet épisode. Voilà, encore beaucoup de clins d'œil à la pop culture et à la culture de manière générale. On espère que vous kiffez ce petit aparté dans nos reviews. Ça fait une plus-value non négligeable. En tout cas, on espère que vous kiffez. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode. Vous l'avez compris, nous, on est toujours enjoués d'épisode en épisode. Pourtant, on change de registre, on change d'ambiance, on change de catégorie. Mais qu'importe, pour l'instant, le domaine, nous, on coche toutes les cases de la satisfaction. Qu'importe le flacon tant qu'on est l'ivresse, comme on dit. Dites-nous si vous avez eu l'ivresse, si vous avez eu le plaisir avec cet épisode dans les commentaires. Et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. D'ailleurs, en parlant d'ivresse, Renaud, il l'a bien eu. À la prochaine. Si vous avez la ref. Même si vous n'avez pas la ref, en fait. Ouais.